Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer parce qu'on est un peu en retard. Alors, dans cet atelier, on a 2 heures pour parler des fonds vautours avec 2 intervenants qui parlent en français. Pour les casques, pour ceux qui ont besoin de traduction, c'est 1 English, 2 français, 3 espagnol. Donc, on est avec Renaud Vivien, juriste au CADTM Belgique, et Olivier Stein, avocat à Progress Lawyer Network. Moi, je vais vous introduire un petit peu la matière. Donc, je vais vous dire un peu ce que c'est un fonds vautour. Je ne vais pas m'y attarder parce que Renaud va bien développer ça. Voilà. Donc, un fonds vautour, c'est une entreprise financière. Ce sont des entreprises financières qui rachètent à très bas prix les dettes des États en difficulté. Donc, ils rachètent ces dettes à une fraction de leur valeur d'origine. Et ils vont ensuite réclamer, devant des tribunaux, ils vont réclamer le paiement intégral de cette créance, plus les intérêts, plus les pénalités. Ils engrangent donc sur le dos des États des profits énormes qui peuvent aller jusqu'à 2000%. La Belgique, en 2015, a adopté une loi pionnière et très avant-gardiste dans cette matière. Une loi qui vise justement à contrer ces pratiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette loi, elle est attaquée par NML Capital, qui est un énorme fonds vautour. Donc il attaque cette loi en Belgique, qui a été votée à l'unanimité par le législateur belge, et il cherche à la faire annuler par la Cour constitutionnelle belge. C'est Olivier qui vous parlera plus longuement des arguments qui ont été invoqués et de la procédure, parce que c'est lui l'avocat des associations belges qui sont intervenues pour défendre cette loi face à NML Capital. Donc on va commencer, je vais poser des questions aux intervenants. Donc Renaud, si tu pouvais nous décrire le mode opératoire des fonds vautours, leur ampleur, leur genèse et surtout comment ils font pour faire d'aussi gros profits. Est-ce que tu peux nous donner aussi des exemples d'attaques de fonds vautours dans le passé? Merci pour l'introduction, Géo. Avant de décrire la stratégie, donc le mode opératoire des fonds vautours, c'est utile de revenir sur un chiffre que tu as cité. Donc c'est le profit qu'engrangent ces spéculateurs, puisque ce sont des sociétés privées, comme tu l'as dit, qui spéculent sur la dette des États et aussi sur la dette privée, la dette des individus, mais ça, pour des raisons de temps, on pourra en parler dans le débat, mais moi je vais me concentrer sur la spéculation sur les dettes publiques, donc les dettes souveraines, dettes contractées par les États, et donc des taux de profit qui sont, comme tu l'as dit, entre 300 à 2000% en moyenne. Donc ça, c'est ce que nous apprend un rapport qui est sorti l'année dernière, un rapport qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont Jean Ziegler, que vous connaissez peut-être, est toujours le vice-président de cette commission, de ce groupe qui travaille sur la question des fonds vautours. Donc il y a un groupe de travail au sein des Nations Unies qui travaille spécifiquement sur la question des fonds vautours. Donc des profits abusifs qui se font sur le dos des populations, puisque ce sont les populations qui payent à travers leurs impôts, à travers les coupes d'austérité pour payer cette dette qui en font les frais. Donc ce ne sont pas les gouvernements des États en tant que tels qui sont victimes, ce sont à chaque fois les populations de ces États. Et donc des profits hallucinants et qui proviennent justement de la différence entre ce qu'ils obtiennent souvent de la part des tribunaux. Donc je reviendrai un peu plus tard sur la question des tribunaux. Donc la différence entre le montant qu'ils engrangent et puis le prix qu'ils payent pour racheter justement la créance sur l'État en difficulté. Alors, pour que ça soit peut-être un peu moins abstrait, j'ai pris quelques exemples, donc qui s'affichent pas très bien, là. Mais j'ai tout prévu. Oui, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est un tableau qui n'est pas exhaustif, puisque les fonds vautours attaquent depuis maintenant plus de 20 ans les États à travers le monde, donc aussi bien le continent africain, latino que européen. La Grèce aussi a été victime des fonds vautours. Et donc, voilà, c'est ça que je vais faire. Et donc, voilà, j'ai pris quelques exemples pour vous montrer un peu la différence entre la valeur de rachat et la valeur obtenue, in fine, par le fonds vautour. Donc là, dans la colonne de gauche, vous avez un exemple un peu précurseur, donc l'exemple du Pérou, qui s'est fait attaquer par un fonds vautour dont le nom est Elliott,
Et ce fonds vautour a racheté la dette qui valait à l'origine 20 millions de dollars. Donc ça, c'est la troisième colonne. Le fonds vautour l'a racheté à 11 millions de dollars, puisque à l'époque, le Pérou était considéré comme étant en difficulté et donc sa dette avait moins de valeur sur les marchés. Donc le fonds vautour ne l'a pas racheté à 20 millions de dollars, le fonds vautour l'a racheté à 11 millions et a obtenu au final, par un jugement d'un tribunal aux États-Unis, 58 millions de dollars. Donc voilà. Ils rachètent 11 millions et ils obtiennent 58 millions. Le cas du Nicaragua, donc là, 26 millions au départ, la dette est rachetée 1 million et ils obtiennent 87 millions de dollars. Donc c'est vraiment des profits abusifs. Le cas de la Zambie, il est intéressant aussi, puisque le fonds vautour a racheté à 3 millions et il a obtenu 17 millions, alors même que le juge anglais, puisque le procès s'est tenu en Angleterre, le juge anglais avait découvert des indices de corruption. Et quand bien même il y a des indices de corruption, le fonds vautour est gagnant. Et puisqu'il obtient 17 millions pour une dette rachetée seulement à 3 millions. Voilà, donc il y a de nombreux exemples. La Grèce, comme je vous ai dit, 170 millions de dollars rachetés par les fonds vautours et ils ont obtenu 670 millions de dollars. Et enfin, je terminerai sur l'exemple de l'Argentine, puisque c'est un des exemples les plus... qui a fait beaucoup parler de lui. Donc on l'a même appelé, les journalistes l'ont appelé le procès du siècle. C'est un procès qui a duré un peu plus de 10 ans aux États-Unis et pas seulement. Il y a eu une partie de la procédure qui s'est menée en Belgique, notamment en France. Et voilà, le fonds vautour Ennemel Capital a obtenu 2,426 milliards de dollars pour une dette rachetée seulement à 177 millions. Et donc ça, c'est les fourchettes les plus basses. D'autres sources indiquent un profit encore plus important dans le cas de l'Argentine. Mais même en prenant ce chiffre le plus bas, c'est un profit délirant engrangé par le fonds Ennemel Capital, qui, et je l'indique tout de suite, est une filiale de Elliott. Donc Elliott, qu'on a vu avec le Pérou, possède le fonds vautour Ennemel Capital et possède aussi le fonds Kensington International. Donc en fait, les mêmes personnes possèdent au minimum 3 fonds vautours dans le cas d'Elliott. Et c'est Ennemel Capital qui attaque aujourd'hui la loi belge en demandant purement et simplement au juge constitutionnel de l'annuler. Alors voilà comment ils font, l'ampleur du profit. Alors comment ils font ? Ah oui, avant, je voulais dire une chose qui est importante. Donc on appelle ce que tu as défini les fonds vautours. Donc les fonds vautours, des sociétés privées qui rachètent à prix cassé des dettes d'États en difficulté pour ensuite obtenir beaucoup plus devant les tribunaux. Alors ce terme de fonds vautours, il n'a pas de définition juridique en tant que tel. Donc c'est un terme qui est repris dans de nombreuses résolutions des Nations Unies, du Parlement belge, des chefs d'État qui n'hésitent pas à utiliser le terme de fonds vautours. Mais on peut aussi les trouver sous un autre nom, mais il faut savoir que c'est les mêmes sociétés qui font les mêmes choses. Parfois, on les trouve sous le nom de fonds rapaces, créanciers procéduriers, créanciers irréductibles, ou alors, en anglais, distressed hedge funds. Mais voilà, tous ces noms se désignent la même pratique de spéculation sur la dette. Alors, excusez-moi. Ouais. Il y a un temps pour les questions, après, il y a 45 minutes pour les questions. Et je suis bien au niveau timing ? J'ai pas de... Ok, ouais, je crois que je suis bien. Donc le mode opératoire, donc là on va rentrer un peu dans les différentes étapes de la stratégie des fonds vautours. Donc vous l'avez deviné, ils ciblent des États en difficulté, donc qui traversent des grandes difficultés financières, comme l'Argentine, comme le Congo, comme la Grèce en Europe. Ils vont racheter à prix bradé ces créances. Deuxième étape, lorsqu'il va y avoir un plan d'allègement de la dette ou de restructuration de la dette, ils vont se mettre en dehors de ces plans en disant ça ne nous intéresse pas, on ne participe pas aux négociations sur la réduction de la dette.
Troisième étape, ils attendent le bon moment. Donc ils attendent en moyenne, c'est 5-6 ans, que le pays aille mieux. Donc par exemple, une fois que le pays a obtenu un petit allègement de la dette, par exemple, eh bien le fonds vautour va attaquer à ce moment-là l'État en lui disant ben voilà, maintenant vous êtes solvable, vous avez un peu plus de revenus et donc vous pouvez nous payer. Vous devez même nous payer. Donc ils attendent que les circonstances soient bonnes pour réclamer donc le remboursement de la valeur d'origine, plus les arriérés, plus les intérêts de retard et parfois même les frais de justice. Dans le cas de l'Argentine, NML Capital a empoché, rien que pour les frais de justice, 325 millions de dollars. Donc ces frais de justice, à lui, ont été remboursés par l'Argentine. Donc c'est le bingo. Et une fois qu'ils ont ce jugement, eh bien, ils vont chercher à faire exécuter ce jugement. Et donc, ils vont regarder où se trouvent les actifs de l'État condamné. Voilà, pour faire exécuter le jugement et en le saisissant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le forum shopping, puisqu'ils vont regarder partout. Donc là, ils n'ont plus de limite géographique, ils vont regarder partout où il y a un lien avec l'État condamné. Alors, je reviendrai en donnant des exemples de saisie pour que ça soit plus concret. Mais une chose importante à dire, c'est que bon, souvent, leur stratégie, c'est la stratégie judiciaire, mais parfois, ça ne va même pas jusqu'au jugement, puisque dans certains cas, les États craquent, les États cèdent et payent, préférant payer plutôt que de se laisser entraîner dans des longues procédures judiciaires, puisque ce sont des procédures à chaque fois qui sont coûteuses. Donc, les fonds vautours menacent de poursuites en justice, mais souvent, ils obtiennent gain de cause en dehors des tribunaux à travers du harcèlement, à travers du lobbying, donc des grandes campagnes qui sont financées par les fonds vautours pour salir l'État. Donc ça, c'est le cas, par exemple, de l'Argentine. Et je crois que j'ai mis... Voilà. Donc ça, c'est un exemple... ouais, c'est un peu flou, mais je vais vous traduire. Donc ça, c'est un exemple d'affiches que s'est payé les fonds vautours dans le New York Times, donc qui présente l'Argentine, donc qui refusait l'Argentine sous Kirchner, qui refusait de payer les fonds vautours, qui refusait de les payer plus que ce que les autres créanciers qui avaient négocié avaient reçu. Ben voilà, on va le traiter d'État narcotrafiquant, de refuge pour les narcotrafiquants. Donc c'est vraiment des campagnes, ils mettent les moyens financiers pour ternir l'image des États en les présentant comme des États voyous, comme des gouvernements corrompus. Alors, oui, une caractéristique des fonds vautours, c'est que lorsqu'ils vont cibler l'État qu'ils vont attaquer, ils vont regarder aussi le droit compétent dans le contrat. Donc dans le contrat qui régit, qui est applicable en cas de litige entre l'État et le créancier. Et donc la plupart du temps, ils vont privilégier le droit anglais ou le droit de New York. Donc la plupart des procès se font devant les tribunaux new-yorkais et les tribunaux en Angleterre, puisque ce droit-là, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut y revenir dans le débat, ce droit-là est plus protecteur des créanciers. Et donc ils vont obtenir ce jugement, mais une fois qu'ils ont ce jugement, comme je vous l'ai dit, c'est pas fini, puisqu'il faut faire appliquer ce jugement. Il faut pouvoir saisir les biens de l'État, les biens de l'État. Et donc, par exemple, la Belgique a été plusieurs fois sollicité par les fonds vautours pour faire appliquer des jugements qui ont été rendus aux États-Unis ou à Londres. Donc un exemple, le Pérou, donc on a vu tout à l'heure, qui a perdu contre Elliott, eh bien il y a eu un procès qui s'est tenu à Bruxelles, donc ça s'est tenu devant les tribunaux de Bruxelles pour saisir en fait les fonds qui appartiennent au Pérou et qui transitaient via Euroclear. Euroclear est domicilié en Belgique, donc une présence physique à son siège même en Belgique, et donc ils ont dit on va faire appliquer le jugement devant les tribunaux bruxellois. Donc ça, c'était Elliott contre Pérou. Un autre cas, donc là encore plus radical, je dirais, c'est que dans le cas qui a opposé Kensington, donc ça c'est le nom d'un fonds vautour, Kensington contre le Congo-Brazzaville, eh bien le fonds vautour a même pu détourner directement l'argent de la coopération et développement de la Belgique. Donc il y avait des fonds qui devaient aller vers
le Congo-Brazzaville au titre de l'aide publique au développement, les fameux 0,7%, et le Fonds Vautour s'est pointé avec son jugement en disant « Oh, non, ça ne va pas au Congo-Brazzaville, ça va chez nous, puisqu'on a ce jugement rendu aux États-Unis. » Donc ça, c'était en 2008, et c'est ce qui a suscité la première loi mondiale contre les fonds vautours, donc la première loi qui a été prise déjà en Belgique en 2008, et qui, en 2 mots, de toute façon le texte de la loi est très court, cette loi dit que l'argent de la coopération au développement de la Belgique ne peut pas être saisi par qui que ce soit. Donc les fonds vautours ne peuvent pas saisir les biens de la coopération au développement pour se faire rembourser. Donc ça, c'était une première loi très limitée, mais pionnière en matière de lutte contre les fonds vautours. Troisième exemple, donc NML Capital contre l'Argentine. Donc NML Capital a essayé de saisir les comptes de l'ambassade d'Argentine en Belgique, donc en s'adressant aux tribunaux belges. Et enfin, voilà, ça c'est ce dont va parler Olivier, l'affaire qui nous oppose aujourd'hui à NML Capital. Donc NML Capital qui cette fois décide d'attaquer une loi lorsque la loi va contre ses intérêts, donc la loi belge. La deuxième loi qui a été prise par la Belgique, celle-ci a été prise en 2015. Donc c'est un procès qui oppose le fonds vautour à l'État belge, puisque la loi a été prise par le Parlement belge, mais le CETM, avec le CNCD, qui est une coupole des organisations qui travaillent dans la solidarité internationale et son pendant néerlandophone, ont demandé à être partie intervenante dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Bon, je développe pas. Donc, la deuxième question pour Renaud. Comment ça se fait que les fonds vautours existent toujours et pourquoi les États et les organisations internationales ne font rien pour contrer leurs pratiques? Ouais, donc je connaissais les questions à l'avance. Les triches. Donc oui, quand on voit un peu leurs agissements, on se demande comment ça se fait que ça fait plus de 20 ans qu'ils agissent, comment ça se fait qu'ils sont toujours dans la nature, ces fonds vautours. Eh bien, la première chose à dire, c'est que les fonds vautours ne sont pas isolés du système financier. Ils font partie intégrante de ce système et ils se sont développés à partir de la crise de la dette du tiers-monde de 1982, puisque c'est à ce moment-là que les banques qui avaient des créances sur les pays du Sud, les pays du tiers-monde, ont commencé à revendre leurs créances. Et donc c'est là que les fonds vautours en ont profité pour arriver sur le marché en rachetant ces créances à prix cassé pour ensuite actionner leur stratégie que j'ai décrit. Et en fait, cette crise de la dette du tiers-monde, elle s'est développée avec... elle a entraîné la création du marché secondaire de la dette. Parce que la plupart du temps, les fonds vautours achètent les vieilles créances, donc les créances qui ne valent plus rien, sur le marché secondaire de la dette. Donc le marché secondaire de la dette, c'est un marché d'occasion de la dette. C'est là où il va y avoir des créanciers qui vont revendre et où on va trouver d'autres créanciers qui vont se proposer pour être acheteurs. Et c'est dans ce marché secondaire qu'on retrouve que les fonds vautours rachètent la plupart du temps leurs créances. Mais parfois, les fonds vautours rachètent directement, vont voir directement la banque qui était créancière en lui proposant de racheter la créance à prix réduit, ou ils peuvent aussi faire ces propositions à l'égard d'États. Donc proposer directement à des États créanciers. Donc c'est le cas dans l'affaire qui a opposé Donegal à la Zambie, dont j'ai un peu parlé, où le fonds vautour a directement racheté la créance de la Roumanie, qui était créancière sur la Zambie, et puis c'était un accord entaché de corruption. Mais bref, le fonds vautour, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré ses preuves de corruption, a obtenu gain de cause devant le tribunal anglais. Donc les fonds vautours, ils sont pas isolés du système, ils s'intègrent totalement dedans, ils profitent de la vague de déréglementation, de revente des dettes sur le marché secondaire pour faire leur beurre. Et ils sont connectés aux grandes banques, donc je l'ai dit un petit peu, donc puisqu'ils vont voir directement les banques en leur proposant de racheter les créances d'État sur les États en difficulté. Et puis on trouve aussi des fonds vautours qui ont été créés par des anciens consultants de banques. Par exemple, le fonds Hémisphère, donc c'est Hémisphère qui a mené bataille contre le Congo-Kinshasa cette fois,
et pas le Congo-Brazzaville. Le fonds Hémisphère a été créé par 2 anciens consultants de Morgan Stanley et de Lehman Brothers. Donc voilà, des gens qui vont sur le côté créer leur fonds vautour. Et puis, dans le cas de la loi belge qui est attaquée devant le juge constitutionnel aujourd'hui, il faut souligner que avant le vote de la loi par les députés belges, il y a eu une pression de la part du lobby des banques. Donc de Febelfin, en Belgique, qui est le syndicat des banques belges, donc qui a envoyé une lettre aux parlementaires en cherchant à les dissuader de voter la loi, en leur mettant la pression en disant voilà, la loi, c'est pas une loi qu'il faut pour lutter contre les fonds vautours, ça va faire fuir les investisseurs, etc. Bref, les arguments que vous imaginez qui sont un peu habituels. Donc le lobby des banques s'est opposé à l'adoption de la loi. Heureusement, les parlementaires ont voté tout de même la loi. Et la Banque nationale de Belgique aussi, il faut le rappeler, la Banque nationale de Belgique a aussi repris les arguments du lobby des banques pour, pareil, faire pression sur les parlementaires belges afin qu'ils ne votent pas cette loi de 2015, du 12 juillet 2015. Donc voilà, ils existent toujours parce qu'ils sont dans le système, ils sont... et puis les États ne font rien. Les États ne font quasiment rien, à l'exception de la Belgique, de la France et de... Non, c'est pas toi. Ah, ok. Les États ne font rien pour leur mettre des bâtons dans les roues en prenant des lois contre eux. Donc ils profitent de ce vide législatif pour faire leur profit. Il faut dire aussi que il y a des liens directs, des liens financiers qui unissent des parlementaires, des membres de gouvernement avec des fonds vautours. Par exemple, le fonds Elliott, qui possède donc NML Capital, qui aujourd'hui attaque la loi belge, a été créé par et dirigé par Paul Singer. Donc Paul Singer, c'est le CEO de Elliott et de NML Capital, et c'est le premier donateur du Parti républicain aux États-Unis. Donc il consacre des milliers de dollars, des millions de dollars même, pour financer les campagnes aux États-Unis du Parti républicain. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi aucune loi n'a été prise aux États-Unis à l'heure actuelle. Alors qu'il y a eu une tentative, en 2008 ou 2009, je ne me souviens plus, mais cette loi aux États-Unis, cette proposition de loi a été avortée. Et on imagine très bien le lien avec le lobbying, avec les dons que fait Elliott à l'égard du monde politique aux États-Unis notamment. Oui, une chose aussi qui est intéressante aussi, c'est que dans le cas du Pérou, que j'ai mentionné tout à l'heure, le Pérou, en première instance aux États-Unis, avait gagné contre le fonds vautour, contre Elliott. Donc c'était Elliott contre Pérou. Le Pérou avait gagné puisque le Pérou avait réussi, les avocats de l'État péruvien avaient réussi à prouver que le fonds Elliott avait racheté la dette uniquement dans l'intention de poursuivre en justice le Pérou, donc de spéculer sur la dette. Et c'était interdit aux États-Unis de faire cela. On ne peut pas racheter une dette dans le seul objectif de faire un procès pour engranger des millions. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la doctrine Champerty. Et il y a eu appel. Donc le Pérou a gagné en première instance. Le fonds vautour a fait appel. Donc Elliott a fait appel de cette décision. Et entre le jugement de première instance et l'appel, eh bien, la doctrine Champerty a été mise de côté. Donc il y a eu un amendement législatif aux États-Unis pour balayer cette doctrine. Et donc en deuxième instance, en appel, le fonds vautour a gagné contre le Pérou. Donc voilà, il y a une stratégie vraiment de lobbying pour faire changer les lois lorsque les lois dérangent le business des fonds vautours. Et c'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui en Belgique, puisque la loi belge gêne très clairement les intérêts des fonds vautours. Et enfin, ils existent. Et il faut souligner aussi l'hypocrisie des États, donc particulièrement les États créanciers du Nord, puisque ils font de belles déclarations. Donc il y a de nombreuses déclarations qui condamnent les agissements des fonds vautours, de ces fonds rapaces, etc. Mais on voit qu'ils ne prennent pas les lois.
contre les fonds vautours, à quelques exceptions près. Et pire encore, ils votent. Excuse-moi, mais tu parles de cette loi, mais c'est quoi cette loi? Je vais y venir. Ouais. On en entend parler, donc c'est parce que c'est... Ben là, On va développer. On va développer. Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce stade-là, c'est que c'est une loi très bonne. C'est une loi très bonne qui est tellement bonne qu'elle est attaquée par ce fonds vautour devant le juge constitutionnel. Mais ce que je veux dire par là dans l'hypocrisie des États, c'est que donc, peu d'États prennent de lois contre les fonds vautours, et pire, ils votent contre les résolutions au sein des Nations Unies, des résolutions qui pourraient être des outils contre les fonds vautours. Par exemple, il y a une résolution qui a été heureusement adoptée le 10 septembre 2015 à l'AG des Nations Unies, donc l'Assemblée générale, et cette résolution est passée parce que les États créanciers, les États les plus riches sont minoritaires, puisque au sein de l'AG des Nations Unies, pour qu'une résolution passe, c'est un État égale une voix. Et vu qu'ils sont minoritaires, ces États créanciers du Nord, la résolution est passée. Mais tous les États créanciers se sont abstenus, les États du Nord se sont abstenus, ou pire, ont voté contre la résolution. Donc lorsqu'il y a des résolutions au niveau international qui pourraient être des instruments dans la lutte contre les fonds vautours, les États bloquent et votent contre ces initiatives internationales. La première loi contre les fonds vautours, donc là je vous en ai parlé, là je mentionne juste que le diaporama on le mettra sur notre site, donc vous le trouverez sur notre site internet après l'université d'été. Donc une première loi qui protège uniquement l'argent de la coopération au développement. Et donc, que dit la loi belge? La loi belge, la deuxième, donc celle qui est attaquée en ce moment devant la Cour constitutionnelle, eh bien, elle interdit à toute personne qui rachète une créance de réclamer plus que le prix d'achat qu'il a payé pour acquérir cette créance, lorsque deux conditions sont réunies. Donc en fait, il faut, pour que la loi s'applique, que le juge constate l'existence de deux conditions. La première condition, elle est obligatoire. Donc la première condition, c'est ce qui fait la caractéristique des fonds vautours, c'est la pratique abusive, c'est la disproportion manifeste entre la valeur de rachat et ce qu'ils demandent devant les tribunaux. Lorsqu'il y a un écart trop important entre ce que le fonds vautour a payé et ce qu'il veut obtenir via un jugement, eh bien la première condition est remplie. Il y a une disproportion manifeste. Mais cette première condition n'est pas suffisante puisqu'il en faut une deuxième. Et cette deuxième va être trouvée par le juge dans une liste d'indices. Et donc là, c'est ce que dit la loi. Donc il faut donc le juge, lorsqu'il va analyser le dossier, il va regarder si l'État était en situation de détresse financière au moment du rachat de sa dette. Est-ce que le créancier, donc le fonds vautour, est domicilié dans un paradis fiscal, puisque une des grandes caractéristiques, ça je ne l'ai pas dit, une des grandes caractéristiques des fonds vautours, c'est qu'ils opèrent dans les paradis fiscaux la plupart du temps. Donc ils sont dans les îles Caïmans, les îles Vierges ou dans l'État du Delaware aux États-Unis, qui est un paradis fiscal, parce que les paradis fiscaux, ça cache, ça protège l'identité des actionnaires, et ils n'ont pas envie qu'on remonte jusqu'à eux et qu'on fasse pression sur eux. Donc ça, c'est une autre caractéristique qu'on trouve souvent dans les paradis fiscaux, pour les fonds vautours, leur existence, leur enregistrement dans un paradis fiscal. Le créancier a abusé de la situation de faiblesse de l'État débiteur, le recours systématique à des procédures judiciaires, donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure le forum shopping, donc ils vont attaquer sur différents fronts là où ils ont une chance de gagner. Le refus de participer à des plans de restructuration de la dette, de négocier une réduction de la dette, et puis l'impact néfaste de l'action des fonds vautours sur la population de l'État attaqué. Et donc si dans ces critères, le juge en trouve un, eh bien la loi peut s'appliquer. Il y a disproportion manifeste, la condition obligatoire, et par exemple, il observe que le fonds vautour a refusé catégoriquement de participer à la négociation de la dette, eh bien, il peut dire, voilà, les deux conditions sont réunies, donc la loi belge s'applique. Et la loi belge s'applique en disant que, dans pareil cas, il y a recherche d'un avantage illégitime. Donc ça, c'est le texte de la loi. L'avantage que cherche à obtenir le créancier devant les tribunaux belges est un avantage illégitime. En conséquence, le fonds vautour ne pourra recevoir que le montant qu'il a déboursé pour racheter la dette. Ni plus ni moins. Y compris si le fonds vautour a obtenu une décision de justice qui lui est favorable ailleurs,
en Angleterre ou aux États-Unis. Donc le tribunal belge, le juge belge peut faire obstacle à l'exécution d'un jugement new-yorkais en Belgique lorsqu'il y a avantage illégitime du fait de la réunion des deux critères dont j'ai parlé à l'instant. Voilà, donc c'est une loi très bonne qui gêne, comme je l'ai dit, le business des fonds vautours, et c'est la raison pour laquelle le fonds NML Capital, qui appartient donc à Paul Singer, intente aujourd'hui un recours en annulation de la loi belge. Et donc, comme je le disais en introduction, le CADTM, le CNCD et Elf ont décidé de contre-attaquer en déposant leurs arguments pour maintenir la loi belge en l'état et donc rejeter la plainte du fonds vautour. Voilà. Donc on voit cette loi, elle vide de tout intérêt la pratique des fonds vautours. Ce qui m'amène à une question pour Olivier. Donc comment se fait-il que NML Capital, qui est un fonds d'investissement étranger basé dans les îles Caïmans, qui n'a aucun lien avec la Belgique, comment se fait-il qu'il puisse attaquer la loi belge et demander l'annulation d'une loi faite par le législateur belge ? Donc c'est pas choquant en soi qu'il puisse y avoir des recours contre les lois belges. C'est quelque chose qui est prévu pour la plupart des citoyens à partir du moment où ils peuvent se prévaloir d'un intérêt. S'ils sont concernés, si je risque d'aller... Il n'y a pas quelque chose avec le micro? Il y a un truc qui... Je peux utiliser le tien. Attends, on échange de place. Ouais. Donc, si vous avez des raisons d'être concerné par une loi, vous pouvez vous adresser à la Cour constitutionnelle, une fois qu'elle vient d'être prise, pour demander à la Cour constitutionnelle de vérifier que cette loi elle correspond à des normes constitutionnelles ou internationales. Ça, c'est relativement normal. Par contre, le fait qu'on estime que NML Capital puisse avoir un intérêt à agir contre cette loi dans le cas présent, ça pose plus question. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne sait pas qu'est-ce que c'est NML Capital. Vu l'endroit où ils se sont constitués, ils constituent une société de droit des îles Caïmans, mais qu'est-ce qu'on en sait de plus ? Rien. En fait, pour être très choquant, je pourrais dire que derrière NML Capital, il pourrait très bien y avoir Daesh. Derrière NML Capital, il pourrait très bien y avoir un cartel mexicain. Derrière NML Capital, il pourrait très bien y avoir toutes sortes d'autres acteurs qui sont connus pour être non respectueux des droits fondamentaux. Et tout ça pourrait se faire parce que justement, ils profitent de l'opacité des paradis bancaires et fiscaux. Donc à partir du moment où on est dans cette situation très spécifique, il est surprenant que le droit belge ne tente pas de se protéger et que rien ne soit fait pour limiter l'intérêt à agir. Donc pour avoir un intérêt à agir, il faut déjà que cet intérêt soit moral. Et ici, on n'a pas la possibilité de vérifier que l'action menée par les fonds vautours est morale ou ne l'est pas, puisqu'on ne sait pas qui agit derrière ce paravent. Bien sûr, on connaît la figure de Paul Singer, mais on ne sait pas qui sont tous les fonds qui contribuent qui sont ces sommes immenses qui permettent aux fonds vautours d'agir, qui sont ceux qui constituent ces fonds immenses et qui contribuent des fonds vautours. On ne sait pas qui ils sont. Et donc, la loi belge protège très peu. Le code de droit des sociétés prévoit simplement que dès que vous êtes constitué selon le droit d'un État quelconque, vous êtes une société, donc vous pouvez, on ne réfléchit pas plus loin pour voir si vous avez un droit à agir. Mais il y aurait peut-être une porte à ouvrir de ce côté-là pour se poser la question à l'avenir de si on veut admettre l'action de structures opaques de ce type. Il est bien évident que si un acteur belge arrivait et refusait de donner les informations même minimales, il n'aurait pas la possibilité d'agir en justice. C'est bizarre que les fonds vautours le puissent. Et donc, ça m'amène à la réflexion selon laquelle, finalement, face aux paradis bancaires et fiscaux, on est beaucoup moins démunis qu'on voudrait le croire. Il suffirait que la loi limite leur possibilité d'agir à partir du moment où ils se sont constitués dans ces états-là, où on leur demande d'être plus transparents simplement déjà quand ils agissent en justice. Et on aurait déjà un moyen de pression sur ces paradis fiscaux et bancaires, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de volonté politique. Et pour parler plus précisément du recours, est-ce que tu peux nous parler des principaux arguments de NML et des réponses, des arguments du CADTM pour contrer NML et pour défendre la loi ? Ouais, donc ils ne sont pas très contents qu'on ait réagi. Et donc j'ai juste envie d'être dans la continuité de Renaud parce que ça me permettra de faire une transition. Donc NML Capital, à l'époque où ils luttaient contre l'Argentine, ils ont donc publié une photo pas très flatteuse de la présidente. Ils l'ont présentée comme une trafiquante de drogue ou son pays comme un repère de trafiquants de drogue uniquement parce que
dans un litige qui n'avait rien à voir, ils avaient envie de mettre une pression sur l'Argentine. Ils ont aussi créé l'American Task Force Argentina, pour laquelle ils ont dépensé plus de 3 millions de dollars. Et ils ont créé donc un lobby qui prétendait représenter 200 organisations. Et la plupart de ces organisations ont découvert dans la presse qu'elles faisaient partie de l'American Task Force, parce qu'on ne les avait pas prévenus. Mais comment donc ceci bien en tête, comment est-ce que NML Capital parle de la loi et de l'action du CADTM et du CNCD de 11-11-11? Il dit que le législateur belge a été influencé pour l'adoption de la loi attaquée par un lobby souterrain de certains milieux activistes. Donc, vous voyez, ils sont fâchés, hein, ils n'aiment pas vraiment qu'on se mêle de leurs affaires. Alors à propos de, vous savez, ce petit truc qu'on appelle le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, une espèce d'organisation obscure, ils expliquent que ça représente certainement pas la position des organes internationaux. Bon, d'accord. Et l'expert des Nations Unies, lui, il dispose d'aucune autorité sur le plan international. Alors il y a l'Argentine qui est un État voyou. Et alors quand on leur présente les chiffres que vous a montré Renaud, ils nous répondent, j'ai plus la page, ah oui voilà, ils nous présentent que les bénéfices prétendument plantureux réalisés par les créanciers par le biais du rachat d'une créance sur un État doivent être sensiblement relativisés et qu'ils n'atteignent en aucun cas les proportions fantaisistes citées par les parties intervenantes, c'est-à-dire nous. Donc à partir du moment où moi j'ai dit à un type en face qu'il était fantaisiste, généralement ensuite j'argumente, je m'attends à connaître leurs chiffres à eux. Ah oui, plus de... D'accord, oui, oui. Donc je disais, à partir du moment où les fonds vautours nous disent que les chiffres qu'on a présentés là sont fantaisistes, j'attends dans la suite du raisonnement qu'ils m'expliquent en quoi et qu'ils me proposent leurs propres chiffres. Mais en fait non, c'est la fin du paragraphe, c'est la fin du chapitre. Donc par acquis de conscience, on a quand même été vérifié, on n'a pas fait que Wikipédia, on a aussi fait les chiffres des Nations Unies et on a aussi été récupérer les décisions de justice et on arrive aux mêmes chiffres que ceux-là. Donc on n'a toujours pas d'explication sur pourquoi on est fantaisiste. Donc on sent une certaine irritation de la part des fonds vautours quant au fait qu'on vienne se mêler de leurs affaires. Alors, en fait, je vais vous présenter les arguments de droit. Certains vont être assez techniques, tant pis, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais vous verrez que finalement, indirectement, beaucoup des questions qui se posent, qui sont d'apparence très techniques, reviennent à se poser la question de savoir si il est légitime de sanctionner l'action des fonds vautours et si leur comportement est réellement immoral. Et donc je clôturerai par ça, puisque finalement, indirectement, il y a un débat politique qui se réinvite devant les juges au travers de ce questionnement-là. Mais donc je vais essayer de prendre de manière un peu rigoureuse les différents arguments qu'ils ont présentés. Alors, le premier argument, c'est le droit de propriété. Ah, ils ont acheté une créance, ils y ont droit. Si vous les privez de leur créance, eh bien, il y a un problème. Vous avez porté atteinte à leur droit de propriété. Alors, déjà, notre première réponse est qu'on ne les empêche pas d'avoir la créance, ils l'ont toujours. C'est juste qu'on les empêche de la valoriser sur le territoire belge. Ça, c'est la première réponse du CADTM et des autres organisations. On souligne aussi que NML Capital est très fier de nous dire qu'ils sont des acteurs qui osent prendre des risques. Mais une fois que le risque de se réaliser, et qu'ils puissent perdre l'argent, justement, là, en une fois, ils ne veulent plus entendre parler de risque. Là, ils ont un droit de propriété sur la totalité de la créance et il n'y a plus matière à discuter. Donc, quand ils sont sur les marchés, c'est des acteurs courageux qui osent prendre des risques, mais quand ils arrivent devant la justice, cette idée même de risque est complètement exclue de l'ensemble de leur raisonnement. Je dois vous dire que dans le fond, finalement, cet argument ne doit pas nous faire très peur, parce que la plupart du temps, quand le législateur prend une décision, c'est attentatoire au droit de propriété. Les lois qui encadrent les baux, donc vous avez un bail de logement, vous avez votre bail résidence principale, le propriétaire ne peut pas faire tout ce qu'il veut avec sa maison. S'il vous la loue et que c'est votre résidence principale, il est obligé de répondre à un certain nombre de conditions. Ben voilà, c'est attentatoire au droit de propriété. Tant qu'on reste dans les limites du raisonnable, et c'est là que va se réinviter indirectement la question de savoir si il est censé ou non de vouloir limiter l'action des fonds vautours. Donc je pourrais vous donner, j'en ai listé évidemment pour la Cour constitutionnelle, toute une série d'exemples d'atteintes au droit de propriété. Je ne vais pas tous vous les passer en revue, mais c'est quelque chose d'assez commun finalement, cette idée qu'on porte une forme d'atteinte au droit de propriété. On peut le faire du moment qu'on le fait d'une manière qui reste raisonnable. Alors le deuxième argument, c'est que NML Capital est discriminé. Donc on a des victimes, ils sont discriminés, oui, parce que vous discriminez d'une part les créanciers d'un État,
et les créanciers d'une personne autre. Donc, si Jacques me doit 200 € et qu'il ne paye pas, je vais devant le juge et on n'applique pas la loi sur les fonds vautours. Par contre, quand le fonds vautour il veut traîner l'Argentine devant les tribunaux, on risque d'appliquer cette loi. Donc ils estiment qu'il y a un problème. Mais en fait, dans le fait même qu'ils formulent cet argument, on doit comprendre qu'ils n'ont pas la moindre idée du fait qu'un État est une structure spécifique. Ce n'est pas une société. Si une société, elle ne vous paye pas, vous pouvez être particulièrement choqué qu'elle ne vous paye pas, parce que c'est un acteur économique, et c'est ça son premier rôle, d'être un acteur économique. Mais un État a des responsabilités en termes de droits fondamentaux. C'est lui qui va assurer la sécurité, l'enseignement, la culture. Et à un certain moment, entre le remboursement de sa dette et ses autres priorités, il va devoir faire un choix. Et à partir du moment où, au niveau international, on a dit qu'il y avait un certain nombre de valeurs fondamentales, comme le droit à la vie, le droit à l'éducation et tout ça qui primait, l'État doit pouvoir prioriser ces dépenses-là sur le remboursement des fonds vautours. Donc, je vous dis, l'argument qui traduit l'idée que NML Capital voit finalement l'État comme une société comme une autre, qui peut tenter de coincer et de lui prendre un maximum d'argent en se foutant de savoir que la moitié de la population argentine, par exemple, vivait sous le seuil de pauvreté. Alors, ils disent aussi qu'on crée une discrimination entre les créanciers qui poursuivent un avantage légitime et ceux qui poursuivent un avantage illégitime, au sens de la loi. Donc, c'est l'idée, évidemment. Mais finalement, ils viennent nous dire, finalement, nous, vous jugez que notre raison d'agir est illégitime, nous, on juge que c'est légitime, c'est un peu chacun son avis, donc finalement, en nous traitant différemment d'un autre, finalement, vous nous discriminez. Sauf que, on a un Parlement, et il fait souvent très mal son boulot, mais là, pour une fois, il l'a bien fait et c'est en notre faveur. Alors, on va quand même souligner que c'est justement les parlementaires, chaque fois qu'ils rajoutent un article dans le code pénal, c'est pour dire ceci est moral et ceci ne l'est pas. Donc, c'est en premier lieu les parlementaires qui vont décider, dans le cadre d'une loi, de ce qui va être moral et de ce qui ne va pas l'être. Et donc, l'argument de NML Capital me semble aussi ne pas avoir beaucoup de portée. Alors, la dernière discrimination, c'est entre les créanciers sur le marché primaire et les créanciers sur le marché secondaire. Donc marché primaire, j'achète directement à l'État. Marché secondaire, je magouille parfois tout à fait dans le dos de l'État pour aller racheter sur les marchés la dette de l'État. Évidemment, c'est dur de piéger l'État si vous êtes en face de lui, parce que là, vous n'allez pas faire des marges aussi importantes. Donc évidemment, la loi sur les fonds vautours, elle concerne l'action des fonds vautours, justement. Et comme leur action se passe sur le terrain du marché secondaire, la loi ne vise pas le marché primaire. Mais en fait, c'est uniquement sur le marché secondaire que vont s'échanger les titres de la dette des États, ou alors on n'imagine pas un État vendre sa propre créance en permettant de faire une disproportion, un avantage manifestement disproportionné sur ce qu'il vend lui-même. Donc à moins d'être confronté à un État suicidaire, le raisonnement de NML Capital n'a de nouveau pas beaucoup de logique. Alors, maintenant, ça va devenir plus technique, on passe au droit européen. Donc, je vais devoir faire une espèce d'incise pour expliquer ce qui se passe avec le droit européen à l'heure actuelle, parce qu'en fait, il y a une machine de destruction des normes des États qui s'est mise en place avec le droit européen. Vous savez, on a voulu créer un grand marché unique avec liberté de circulation des capitaux, des marchandises, des services, et puis parfois, très occasionnellement, des personnes. Cette idée de créer un marché unique imposait qu'on ne puisse pas faire une discrimination entre l'anglais qui veut par exemple vendre ses services en Belgique et le belge qui vend ses services en Belgique. Donc on a interdit les discriminations entre un État et un autre, parce que le but c'est de créer un seul grand marché unique. Jusque-là on va dire que c'est logique, on peut être pour ou contre, mais il y a une certaine logique à l'idée de vouloir créer un grand marché unique. On peut du coup pas tolérer des discriminations entre les citoyens ou les entreprises de ces différents États. Maintenant, avec le temps, on s'est rendu compte que, par exemple, la Belgique devenait plus intelligente et elle disait il faut avoir un diplôme de 5 ans de gestion. Et elle savait que, par exemple, en Angleterre ou dans les pays qui l'ennuyaient, il y avait un diplôme de 4 années en gestion. Et du coup, ils empêchaient, ils créaient des discriminations indirectes entre les différents États. Du coup, la Cour de justice de l'Union européenne a élargi sa jurisprudence et a dit en fait, chaque fois que, même de manière très indirecte, vous rendez la situation moins favorable pour une société ou un citoyen d'un autre État, eh bien on considère qu'il y a discrimination, que vous empêchez ce grand marché unique de se créer. Et puis est arrivé ce qu'on a appelé l'autonomisation de la notion d'entrave, qui ne se fondait plus sur cette idée de discrimination, mais qui en est venue à dire, dès que vous limitez
les avantages qu'un créancier, qu'un opérateur économique peut espérer obtenir par la nouvelle loi que vous passez, c'est contraire à la liberté de circulation des capitaux, des marchandises et ainsi de suite. Donc vous prenez une loi contre la publicité pour le tabac, vous prenez une loi pour restreindre la circulation de l'alcool, contre les machines à sous, vous prenez une loi pour réglementer certaines activités bancaires, et bien on vous répond, oui mais il y a quand même BNP Paribas Fortis qui voit en une fois ses espoirs de gains diminuer, et donc vous êtes contraire à la liberté de circulation des capitaux, des marchandises et blablabla. Alors évidemment, ils n'ont pas détruit toutes nos normes du jour au lendemain, il reste des raisons impérieuses des raisons impérieuses d'intérêt général qui permettent de déroger à cela, et souvent ça vaut pour toute la législation déjà existante dans l'État, et quelques exceptions quand ils sentent que c'est une question majeure d'intérêt pour l'État qui a produit cette règle-là. Et donc finalement, on fonctionne par le biais de l'exception. C'est nous qui devons démontrer finalement que la loi belge sur les fonds vautours fait exception aux règles sur la liberté de circulation des capitaux, des marchandises et blablabla, et à la liberté d'établissement des entreprises, et que donc, quand bien même NML Capital a moins d'espoir économique du fait de la loi, ce n'est pas grave parce qu'on est dans une raison impérieuse d'intérêt général, ce qui ramène en fait la discussion sur la question de savoir si on a empêché une pratique fondamentalement immorale ou non. Et donc, vous le voyez, si on écarte toute la technicité de ce qui est expliqué, on en revient finalement à une discussion qui est assez fondamentale, c'est de savoir si les juges de la Cour constitutionnelle, malgré la peur qu'ils peuvent avoir du droit européen, vont estimer que, oui, on peut dire que le législateur avait raison d'intervenir, qu'il est intervenu pour des raisons impérieuses d'intérêt général, et donc que l'action des fonds vautours est immorale et qu'il était normal de la limiter. Alors, je vous le dis en une phrase pour l'avoir dit et pour avoir été assez exhaustif. NML Capital invoque aussi le principe de la convention-loi. Donc si on a signé le contrat, c'est signé, on n'y peut plus rien. Sauf que le principe de la convention-loi doit s'écarter justement face à la loi. Donc de nouveau, pas un argument qui nous fait très très peur ou qui nous paraisse particulièrement pertinent. Et puis, il nous dit qu'on crée une insécurité juridique parce qu'il ne comprend pas bien cette notion de disproportion manifeste. Vous voyez, 80 millions à 2 milliards, ils ne voient pas trop. Donc, ils ne comprennent pas, ils ont peur que le juge ne comprenne pas bien non plus. Mais en fait, vous devez savoir que donc il existe un concept qui s'appelle la lésion, qui existe en droit belge depuis que le droit belge existe, et qui dit que s'il y a une disproportion manifeste au niveau d'un contrat entre un citoyen et un autre, et que cette disproportion est trop importante, le juge peut annuler le contrat. Donc de nouveau, ils prétendent pas comprendre la notion alors qu'elle a 200 ans d'histoire juridique. De nouveau, là-dessus, pas trop d'inquiétude. Je pourrais entrer dans le détail de la manière dont ils critiquent chacune des sous-critères retenus par l'État belge. Tout ce que j'en dirais, c'est en fait, chaque fois, ils isolent, par exemple, ouais, mais le fait qu'on soit dans un paradis fiscal et bancaire, c'est quand même pas une raison pour nous empêcher d'agir. Non, mais si il y a ce critère-là et qu'il est combiné au fait que vous êtes en train d'obtenir une disproportion manifeste, là, on est dans une attitude immorale. Oui, vous pouvez prêter à un État insolvable, ça peut même être très bien, sauf si vous le faites et qu'après vous en tirez une disproportion manifeste, là, ça devient immoral. Et ils tentent d'isoler chacun des critères pour qu'on n'ait pas un raisonnement d'ensemble sur ce que cette loi permet et sur ce que cette loi est. Donc j'ai fait le tour des arguments juridiques très rapidement. On pourra aller dans le détail si vous voulez. Mais tout ça pour dire que finalement, les fonds vautours se dissimulent essentiellement derrière l'idée que la notion de fonds vautours, on ne connaît pas, ça n'existe pas. Tous les présidents américains successivement savaient bien ce que c'était au moment où ils finançaient leur campagne, y compris les démocrates aussi. Rudolph Giuliani, le maire de New York, a été financé aussi par M. Paul Singer. La moitié des représentants républicains à l'heure actuelle doivent aussi leur siège à une campagne qui l'a financée. Donc, il y a des gens qui savent ce que c'est. Dans la presse, ils sont parfois obligés de réagir parce qu'on a eu tous les premiers ministres des différents États qui, chacun à leur tour, sont venus dire qu'ils trouvaient que c'était très immoral, la main sur le cœur, mais ils étaient un peu gênés aux entournures puisqu'on ne va quand même pas taper la main qui nous nourrit. Et donc, ils disent on ne comprend pas bien ce que c'est cette notion de fonds vautours, on ne croit pas qu'on en ait un. Bon, on verra. Mais bon, ils ont quand même choisi d'agir contre la loi parce qu'ils ont bien senti qu'un juge risquait de leur appliquer le texte en question. Et finalement, moi, un raisonnement qui est celui qui me convainc le plus à propos des fonds vautours, c'est qu'en fait, face à une restructuration de la dette d'un État, c'est de leur propre immoralité qu'ils tirent argument. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
quand une restructuration se présente, mettons qu'il y a un État qui se trouve en difficulté, si cet État en difficulté n'est confronté qu'à des fonds de vautours, et que personne ne concède un quelconque allègement sur une dette qui est devenue impayable, l'État va être plongé dans une espèce de faillite perpétuelle, dans une situation où il va petit à petit être ramené à un état de non-développement absolu et détruit progressivement par les créanciers. Mais NML Capital sait que ça, c'est pas possible, parce que se créeraient progressivement des zones de non-droit, des zones d'économie parallèle, et ainsi de suite, qui n'est pas non plus la volonté de la communauté internationale. Donc quand il y a une restructuration, tous les acteurs, même les plus salauds, même les grosses banques, ils se disent, on va faire un peu moins de bénéfices sur la créance, mais on va un peu prendre sur nous. Et là, NML arrive et dit, non, moi je cède sur rien, moi je veux la totalité. Et c'est possible d'avoir cette attitude-là uniquement parce qu'on sait que d'autres vont lâcher. Et donc je vous en renvoie à la tragédie des communs. C'est cette idée qu'il y a un petit village qui a un champ dans lequel chacun pourrait, à son tour, amener paître la vache. Donc le champ, c'est l'Argentine. Chacun des créanciers pourrait se gaver, et ça irait encore très bien, s'il accepte de se gaver juste à la hauteur nécessaire pour que le champ puisse continuer à produire de l'herbe. Eh bien, NML Capital, c'est cet abruti de paysan qui vient avec son bœuf et qui le fait paître dans le champ de manière continue en bouffant toute l'herbe, même aux autres, et en laissant juste un terrain debout parce qu'il s'en fiche de ce qui arrivera après lui. Et donc, s'ils fonctionnent comme ça, s'ils ont tant de bénéfices, c'est parce qu'ils refusent les restructurations. Et ils ne les refusent que parce qu'ils savent que d'autres ne pourront pas avoir la même attitude inflexible, et donc ils profitent en fait d'un comportement plus altruiste, ou disons plus tourné vers l'avenir des autres acteurs, pour se gaver au maximum eux-mêmes. Et donc dans cette perspective-là, je pense qu'il est difficile d'imaginer qu'on puisse considérer que cette attitude-là est quoi que ce soit de moral. Après, chacune des situations concrètes que Renaud vous a expliquées montre qu'au quotidien, ils sont d'une immoralité crasse, mais je dirais que c'est dans leur nature finalement que tout ça se trouve. Voilà.